Bien, bonjour à toutes et à tous, Christophe Ventura, donc chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et donc j'ai le plaisir d'avoir été invité pour animer, introduire un petit peu cette table ce matin, déjà largement balisée par l'intervention du président Leonel Fernandez, et donc qui s'intitule Culture et participation citoyenne, des leviers essentiels pour mettre en œuvre une ville durable. Alors ça a été dit. Souvent, lorsqu'on pense la question de la ville durable, on pense surtout à la question des infrastructures, des services publics, urbains, de l'accès à ces services, etc. Mais on oublie souvent, ou alors on folklorise un petit peu, la question de la participation des citoyens à ces projets, et puis aussi de la culture, qu'il ne faut pas entendre ici comme simplement l'organisation d'événements, disons, de type para ou artistique, mais qui sont plutôt liés à une notion qui est celle que chaque individu, en fait, sédimente en lui-même et produit des pratiques individuelles et collectives qui sont largement liées à la manière dont il vit et il se confronte à la base matérielle de l'écosystème dans lequel il évolue, il construit et avance dans sa propre vie, et c'est ça qui, au bout d'un moment, produit ce qu'on appelle, au sens large, cette culture qu'on va traiter ce matin. Donc on va parler de ça avec nos 5 invités, nos 5 intervenants, que je vais brièvement présenter nominalement, puisque je les présenterai un peu plus avant chacune de leurs interventions, pour gagner du temps. Avant cela, je vais juste dire 2-3 choses sur les dimensions techniques, mais simplement pour vous dire que nous aurons sur les 5 intervenants 2 qui s'exprimeront en français, qui seront d'ailleurs les 2 premiers, João Whittaker et Rosemée Guignard. Et ensuite, nous aurons une petite partie dédiée à l'échange avec vous, avec ces 2 intervenants, des questions que vous pourrez leur poser, etc. À la suite de quoi, nous aurons une pause dans la séance. Et après la pause, nous reviendrons avec 3 interventions, cette fois-ci en espagnol, qui seront donc celles de Alejandro López Lamia, de Juan José Jaramillo et de Luis Miguel Camargo. Ces 3 exposés seront en espagnol et seront donc traduits. Vous pourrez bénéficier du travail des traductrices et traducteurs qui sont là-haut. Et à la suite de ces 3 interventions, nous aurons de nouveau un second temps consacré aux questions et demandes d'éclaircissement, etc. Et c'est ainsi qu'on va avancer dans notre débat aujourd'hui. Juste à l'attention des intervenants, pour ceux qui parleront espagnol et qui seront donc traduits, simplement toujours la préoccupation d'essayer de parler assez lentement, le plus lentement possible, pour le travail des traductrices et des traducteurs, parce qu'en plus, là où ils sont, ils ne vous voient pas, donc c'est vraiment un travail à l'oreille qui est très difficile, comme vous savez. Donc voilà, pour faire ce petit effort pour eux. Voilà, écoutez, comme la session est chargée, on va démarrer tout de suite sans plus attendre. Donc c'est cette 3e session aujourd'hui qui va donc aborder le dernier des 3 leviers pour construire des villes plus durables et inclusives. Les leviers qui ont été déjà identifiés dans vos travaux antérieurs ici pendant ce colloque. Le premier, je l'ai dit, c'était l'accès aux services urbains essentiels pour tous. Le second pilier, c'est l'emploi, la prospérité économique partagée. Et donc, le 3e pilier qu'on va traiter ce matin, c'est celui de la culture et de la participation citoyenne, qui, comme je l'ai dit, est souvent le volet le moins traité en général quand on réfléchit à comment bâtir des villes plus durables. Ou alors, lorsqu'on l'évoque, je l'ai dit aussi, c'est dit un peu comme une forme de bonus, de quelque chose en plus, de cherry on the cake, comme on dirait en anglais, de gâteau sur la cerise. Et là, on va voir qu'au contraire, la chose est centrale, parce que sans la culture et la participation, il n'y a pas justement de construction des autres processus. Donc on va voir tout ça. On va voir aussi qu'il existe un lien fort entre la culture et la participation citoyenne. L'accès à la culture pour tous, en effet, est indispensable aussi à la formation citoyenne, à la formation du citoyen, acteur des affaires publiques qui le concernent et de la ville dans laquelle il vit et la ville à laquelle il doit participer comme co-constructeur. C'est ça l'enjeu et le défi de la réflexion que nous aurons ce matin. Voilà, on va sans plus attendre démarrer par une intervention de João Whittaker, qui est professeur à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de São Paulo, au Brésil. João était déjà intervenu lors de la première session du colloque et il a accepté de parler de nouveau de son expérience, alors cette fois-ci sur le thème spécifique de la participation concernant le plan de logement municipal qu'il a eu en charge de réaliser lorsqu'il était secrétaire au logement
logement de la ville de Sao Paulo. Inutile de rappeler qu'on parle de la plus grande ville du Brésil. Plan de logement pour lequel, comme il l'explique, la participation a été précisément un élément absolument fondamental. Joao est professeur et directeur de recherche à la faculté d'architecture et d'urbanisme de Sao Paulo, l'université. Il est chercheur auprès du LabHab, laboratoire sur le logement et les établissements humains. Et depuis 2017, il est également le président du collège doctoral de cette faculté. Il a été aussi secrétaire au logement de la ville de Sao Paulo en 2016, lorsque Fernando Haddad en était le maire. Voilà, je cède tout de suite la parole pour 15-20 minutes à Joao Whittaker pour cette première intervention. Merci. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être à nouveau ici, j'espère que je ne vais pas trop vous fatiguer de devoir m'entendre encore une fois. Je vous demande tout de suite pardon parce que j'aurai un train à prendre, donc à 10h30 il va falloir que je parte, alors si jamais vous voyez que je pars un peu comme ça, ce n'est pas par manque de politesse, c'est juste qu'il ne faut pas que je perde mon train. Voilà, alors je vais vous présenter une expérience que nous avons eue donc en 2016, ça a déjà été dit, à la mairie de São Paulo. Moi, j'ai donc la ville de São Paulo, j'ai déjà montré hier, hein, on a 12 millions d'habitants. J'ai découvert qu'on a un très petit budget à côté de celui de Hambourg. Moi, je pensais que c'était très grand, 15 milliards d'euros, mais j'ai su hier que c'est 4 fois moins qu'Hambourg. Mais c'est quand même une ville qui a un PNB qui équivaut à celui du Pérou de entier, ou 4 fois plus que celui d'Uruguay. Donc, c'est une ville-pays. Et c'est très, très difficile donc de mettre en place des politiques publiques dans cette taille, avec cette taille de problème. Alors, je vais très rapidement vous parler un peu de l'histoire des questions de participation. Au Brésil, lors du gouvernement militaire qui a duré 20 ans, entre 64 et 84, ils ont détruit les instances de participation. C'est l'Église catholique engagée de la théologie de la libération qui a récupéré un peu ça grâce aux communautés ecclésiastiques de base. Ensuite, il y avait beaucoup de populisme et de clientélisme, ce qui a contaminé beaucoup les habitudes de la participation. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, beaucoup de mouvements sociaux voient l'État comme quelqu'un paternaliste à qui ils vont demander des choses plutôt que de le faire participativement. Il y avait des politiques de bulldozer, ça veut dire qu'on traitait les pauvres en faisant de l'éviction, en les enlevant de là où ils étaient, surtout sur des revendications urbaines, de bitume, l'électricité, etc. C'était vraiment ce qui était voilà, le plus important à ce moment-là. Alors, après 88, on a eu le retour à la démocratie et à partir de là, on a eu la mise en place d'instruments de participation qui ont été assez importants dans les villes, notamment ce qui est assez connu dans le monde, le budget participatif, par exemple à Porto Alegre. Et on a eu des expériences intéressantes dans la tradition de l'autogestion, dans la construction de logements sociaux, ce qu'on appelle les mutirões et qui ont été des expériences de participation très importantes, d'organisation sociale très importantes. À la fin des années 80, début des années 90, donc qui ont renforcé un peu cet historique qui venait des communautés ecclésiastiques de base et cette habitude de participation et de prise de décision. Alors, le problème au Brésil, c'est qu'à chaque 4 ans, on change les gouvernements et au retour vers la démocratie, les avancées démocratiques sont très difficiles. Ça veut dire les gouvernements qui sont engagés dans une proposition démocratique qui est tournée vers la population pauvre, en général, ils gagnent les élections et ils perdent très rapidement parce qu'ils ont une confrontation politique très forte. Donc, on a eu un gouvernement qui a fait beaucoup de participation entre 89 et 92. Ensuite, ils ont perdu les élections. C'était à chaque fois les gouvernements, les 3 en rouge, ceux du PT, juste parce que comme notre président il est injustement en prison, c'est toujours bien de le dire que c'est ces gouvernements et les gouvernements du PT qui ont fait tous ces changements, par exemple à São Paulo. Ensuite, on a eu 8 ans de recul où automatiquement toutes les expériences participatives ont été démontées, détruites. Ensuite, on revient en 2001 et de 2001 à 2004, on remet tout ça en place. Sauf que faire des instances participatives, c'est long. Ça veut dire en 4 ans, on en prend au moins 2 pour organiser des instances participatives dans une ville de 12 millions d'habitants. Il faut créer des conseils, il faut faire des élections, il faut s'assurer qu'elles soient démocratiques, qu'elles ne soient pas cooptées, qu'elles ne soient pas manipulées. C'est très lent, il faut faire les contacts avec tous les leaders communautaires, etc. C'est vraiment très compliqué. Et donc là, vous voyez qu'en 2004,
2004, à nouveau, on a perdu les élections, donc on reste 8 ans de recul et on revient là où j'ai participé entre 2013 et 2016. Et puis, comme c'est l'habitude, hop, en 2016, bon, là, il y a eu un tsunami politique au Brésil. Il y a eu un coup d'État institutionnel qui avait enlevé la présidente exactement en 2016. Donc, les choses sont devenues encore plus difficiles et elles le sont, vous le savez, en ce moment. On ne sait pas trop vers où va le Brésil. Mais bon, toujours est-il que en 2016, donc, moi, j'ai assumé le poste de secrétaire au logement et donc je devais mettre en place, parce que c'était convenu avec la population de São Paulo, un plan sur le logement qui venait justement, pourquoi il devait être mettre en place, parce qu'en 2014 le schéma directeur stratégique de la municipalité de São Paulo, qui a gagné des prix à l'UN Habitat d'ailleurs, et il avait mis en place l'exigence que des plans sectoriaux de culture, d'éducation, de santé soient réalisés, et donc celui d'habitation. Et celui de logement, d'habitation, il avait dans le plan, le schéma directeur, le schéma directeur avait mis en place des actions initiales très importantes, comme le quota de solidarité qui disait que n'importe quelle nouvelle opération immobilière de plus de 20 000 m² devait réserver 10% en terre pour du logement social, ou alors la réserve de 30% des fonds urbains qui étaient acquis de ce que l'on paye en plus pour pouvoir construire dans les quartiers formels. 30% de tout ce qu'on recevait était destiné à faire de l'expropriation de terre pour pouvoir faire du logement social. Et les zones spéciales d'intérêt social, où on était obligé de construire du logement social à 70% dans ces zones, ont été multipliées par 2 par le plan schéma directeur. Donc on avait mis en place toute une structure qui était très, disons, qui attendait qu'un plan de logement vienne donc pouvoir se servir de tout ça pour mettre en place une politique de logement à long terme. Alors le plan municipal de logement, c'était donc un défi, parce que bon, moi je savais qu'on n'avait peut-être pas très longtemps, beaucoup de temps à la mairie, puisque c'était la dernière année de gouvernement, il y a les élections à la fin de l'année. Moi j'ai eu 6 mois pour mettre en place ce processus. Alors d'abord, premier point important, c'est que vous voyez là le plan municipal de logement, il n'a pas mon nom, il n'a pas le nom de Fernando Haddad, il a juste le timbre du secrétariat au logement, et là on ne le voit pas, mais bon, et ce qui est important, c'est que c'était un plan républicain. Ça veut dire, c'est très rare ça au Brésil, on ne l'a pas emmené sur le plan personnel pour en faire une pièce politique, pour avoir des retombées politiques en avant. C'était vraiment pour la ville. On prévoyait sur 16 ans, et on a fait un plan qui supposait avoir un plan d'action à chaque 4 ans, pour permettre qu'à chaque élection municipale, le maire qui assume, il puisse faire un peu ses changements selon ses convenances politiques, mais qu'il ait une espèce de fil conducteur auquel il puisse se rattacher, qui est le plan structurel pour le logement pour les 16 ans. Alors ça, c'était très important, mais il fallait qu'on fasse ça très rapidement. Or, le problème de la participation, c'est que c'est pas rapide, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, devoir mettre en place en 6 mois un plan et dire que c'est participatif, c'est un défi. Parce que normalement, on fait semblant et on dit que c'est participatif, mais en fait, c'est pas vraiment participatif. Alors, il fallait trouver un moyen de faire ça très rapidement. Donc, vous voyez, on a commencé à mettre en place des appels pour des séances, etc. Mais les principales questions. Alors, pour faire une chose très rapide, on a découvert un moyen très intéressant, c'est que souvent, quand on fait de la participation et qu'on est aussi lancé sur une idée qu'il faut faire de la participation par la participation, parce qu'elle est importante en soi, et ben on revient souvent en arrière, parce qu'on recommence les discussions qui souvent sont très avancées. Or, il y a un groupe de chercheurs, de professionnels et du mouvement social, un très grand groupe de personnes qui depuis 30 ans discutent le logement au Brésil et à São Paulo. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une équipe avec ces gens-là. J'ai pris des gens de l'université, j'ai pris des gens qui étaient déjà à la mairie depuis 20-30 ans, depuis le premier gouvernement que je vous ai montré en 89, et j'ai contacté les leaders principaux des mouvements sociaux. Je leur ai dit, écoutez, au lieu de partir du 0, on va partir du point 10. Ça veut dire on va prendre tout ce qu'on a déjà accumulé et on va construire un plan à partir de ce point-là. Et ça a été très important, parce que le jour où on est arrivé avec le plan après 6 mois, et ben, toutes les revendications principales, structurelles des mouvements sociaux de logement, elles étaient répondues dans le plan. Ça veut dire qu'on a déjà créé un point de départ qui était déjà très légitime. Donc ça, il faut mettre en place des équipes qui aient la compétence technique, mais aussi le savoir-faire de pouvoir récupérer ce qui est en fait le savoir-faire participatif d'une discussion qui est dans son essence participative depuis toujours. Alors, faire de la
la participation à grande échelle dans une ville de 12 millions d'habitants, c'est très difficile. Alors on a mis en place beaucoup d'instances participatives qui étaient déjà en place depuis le début du gouvernement, des conseils municipaux dans tous les sens, mais aussi des conseils techniques, ça veut dire des conseils sectoriaux avec les syndicats, avec ceci, etc., pour pouvoir circuler cette proposition de discussion. Ensuite, il faut savoir aussi travailler la différence entre le savoir technique et le savoir populaire. C'est ce que je venais de dire. Ça veut dire qu'il faut arriver à un point où on puisse proposer des choses sans avoir peur de les proposer, avec la légitimité de dire on travaille là-dessus depuis 20-30 ans et on essaye donc de partir d'un point déjà plus élevé. Parce que si on part dans une idée de participativisme, on va toujours recommencer à zéro et reconstruire des choses qui ont déjà été discutées 10, 20, 30 fois auparavant. Ensuite, il faut éviter le participativisme. Alors, le participativisme, c'est je fais des séances plénières, j'appelle plein de monde, je leur présente un PowerPoint, je leur dis c'est joli, c'est bien, merci, au revoir, et voilà. Et après, je compte et je dis j'ai fait 50 séances, il y avait 5000 personnes, on a été super participatif, bravo, et alors qu'il n'y a eu aucune participation. Les gens n'ont pas pu vraiment prendre part à cette discussion. Alors, il faut en fait participer non seulement à l'élaboration, mais il faut prendre des décisions. Ça veut dire que le processus participatif est un processus de formation simultanée. Ça veut dire qu'on fait des discussions qui forment, qui discutent pour pouvoir atteindre tous les groupes impliqués dans une énorme mosaïque qui comprend le territoire, les différents savoirs, les différents secteurs économiques, etc. Et surtout, il y a le problème d'éviter les raccourcis parce que ceux qui ont beaucoup de pouvoir, eux, ils ont le téléphone portable du secrétaire ou du maire et disent bon, c'était bien là les discussions que vous avez eues cet après-midi, mais bon, alors mes problèmes à moi je suis du marché immobilier, on peut les décider, je vous invite à déjeuner demain, un très bon restaurant, et puis je vais vous passer un peu mes intérêts. Donc il faut faire un peu attention parce que les canaux de communication par rapport au pouvoir sont très différents et normalement ceux qui ont le plus besoin de faire de la participation, c'est ceux qui ont les pires canaux de participation directs avec les élus. Alors que ceux qui ont beaucoup de pouvoir ont toujours des contacts très personnels. Donc il faut essayer d'éviter ces déséquilibres dans cette approche. Alors, donc nous on a fait des ateliers internes de préparation avec des fonctionnaires de toute la mairie, de tous les secteurs, éducation, santé, culture, etc., pour discuter les questions de logement par rapport aux autres secteurs et aux autres impliqués. On a fait des ateliers, on a fait des réunions avec le conseil municipal de logement qui lui est démocratique, élu à chaque 4 ans et qui représente les mouvements. Donc on a créé un groupe de travail dans le conseil municipal de logement. Alors tout ça, 3-4 fois par semaine pendant 2-3 mois, c'était très intense. On a fait des ateliers intersécrétariaux auprès des 30 secrétariats dont certains étaient très impliqués, le secrétariat par exemple pour les politiques pour les femmes, de l'assistance sociale, etc., qui sont très impliqués dans les politiques de logement. Et on a fait quelque chose qui est assez innovant, c'est qu'on a utilisé le système participatif par Internet. C'est-à-dire qu'on a mis le plan qui était en discussion comme une plateforme ouverte de discussion consultable et où on pouvait entrer et faire des commentaires et des suggestions. Alors c'est sympa, mais on a eu 13 000 suggestions en 15 jours. Alors après, il faut se débrouiller pour les lire et pour voir ce qui est, parce que des 13 000, bon, il y en a plein qui sont... le type, il peut écrire n'importe quoi. Mais souvent, il y a des choses très intéressantes. Donc, mais c'est une manière très nouvelle et très intéressante de mettre ces propositions en ligne pour que les personnes elles puissent effectivement entrer, discuter, écrire exactement, voilà, je suis pas d'accord avec ça, ceci, cela, et on trouve des choses très intéressantes. Ensuite, on a eu la conférence de la ville où on a distribué, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, voilà, vous voyez ici, là, c'est en bas, c'est plan municipal de logement, et c'est marqué en bas, cahier pour discussion publique. Alors on n'a pas fait un plan technique, on a fait un cahier, c'est dommage je ne l'ai pas là, je l'avais mais je ne savais pas que j'allais présenter. C'est très didactique avec des dessins, des diagrammes, machin, pour que ça soit très facile à comprendre. Et donc c'est un cahier de discussion, les gens le prenaient, notaient, comprenaient ce que c'était, etc. On a distribué ce cahier à 1500 délégués lors de la conférence de la ville et on a fait 2 ateliers lors de la conférence de la ville. On a fait des ateliers dans le territoire
mémoire aussi. Tout ça en distribuant ce cahier. On a distribué autour de 5000 cahiers comme ça. Donc on a eu autour de 5000 participations directes dans le plan, dans un espace de 2-3 mois. Voilà. Alors tout ça a été très intense. Donc voilà, ça c'est les équipes. Alors une autre chose qui est très importante, j'ai mis ces photos parce que moi je trouve qu'elles sont très importantes, parce que vous voyez qu'à part moi, qui suis là au milieu de temps en temps, la moyenne d'âge elle est très 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 jeune. Et il n'y a rien de tel pour la participation que les jeunes. Ils donnent un dynamisme, une volonté de participation dans une ville qui a un territoire qui est presque continental, où on met 2h30 pour aller d'un point à l'autre, etc. Il faut une énergie incroyable, et ça c'est très important d'avoir une équipe qui soit vraiment très impliquée pour faire par exemple les ateliers régionaux comme celui que vous voyez là. On appelait alors le 22 septembre, le 24 septembre, et on faisait partout dans la ville, on circulait. De temps en temps, on avait des problèmes, on devait les remettre. Donc, on avait tout un système d'information pour pouvoir mettre la ville. Alors, la ville, les 12 millions, non, mais un maximum possible de personnes impliquées, justement, en leur expliquant les différentes étapes. Alors, vous voyez, par exemple, là, on a lancé le 30 juin le cahier de discussion publique que je vous ai dit. Ensuite, en août-septembre, on a fait tous les ateliers régionaux de participation, plus tous ceux internes que je vous ai expliqués. Mais tout ça, l'idée, c'était qu'on ait une audience publique en novembre-décembre pour transformer ce qui était un cahier de discussion en un projet de loi. Ce qu'on a fait en décembre, et on a rendu le projet de loi d'une manière très républicaine l'avant-dernier jour avant qu'on parte. Et c'est intéressant parce que le nouveau gouvernement, on l'a envoyé à la Chambre des députés municipaux, et le nouveau gouvernement, il a mis ce qu'on appelle au Brésil, il l'a mis au frigo. Ça veut dire, ils l'ont oublié à la Chambre des députés, voilà, il était là ça fait déjà pratiquement 2 ans que je suis sorti, et il était là depuis 2 ans en train d'être, on dit, cuisiné à feu doux. Et sauf qu'il y a 15 jours, il y a un immeuble du centre-ville qui est tombé. Il a pris feu, il est tombé, il y a eu 7 morts, c'était très grave. Et là, toute la presse qui me vient dessus, qui me dit, monsieur, professeur, etc., qu'est-ce que l'on peut faire? Je dis, on peut faire le plan de logement. Mais quel plan de logement? Il est à la Chambre des députés. Et là, 2 ans après, on a réussi à mettre en place toute une mobilisation populaire pour que les conseillers municipaux, ils commencent à voter ce qui était là-bas. Et les gens me disaient, oui, mais ça, c'est de votre gouvernement. Je dis, non, il n'y a rien. Il n'y a pas un mot de mon gouvernement. Il n'y a pas mon nom. C'est un plan pour 16 ans pour la ville, avec toutes les libertés pour que le nouveau gouvernement puisse faire ce qu'il veut un peu. Il y a une certaine liberté, parce qu'on comprend qu'il y a différentes teintures politiques. Mais le plan, il est là. Qu'est-ce que l'on doit faire pour les immeubles dans le centre? C'est là, c'est dans le plan. Il y a tout un plan pour récupérer les immeubles anciens, etc., etc. Ah bon, c'est quand même. Et là, donc, on a un gros mouvement qui se met en place à São Paulo. Et la bonne nouvelle, c'est que la mairie a dit que dans les prochains 30 jours, ils vont mettre en votation. Ça veut dire que ça prend du temps, mais le participatif, il porte ses fruits un peu dans le temps. Voilà. Donc là, c'est un peu des photos pour montrer. Il y a beaucoup d'implications. Les gens, ils sont très impliqués. Ils ont le cahier, ils se discutent. On était là un peu partout dans la ville pour pouvoir mettre en place un processus qui ne soit pas du participativisme, mais qui soit vraiment... Alors ça, cette photo elle est intéressante parce que je vous ai mis plein de photos du mouvement populaire, des mouvements sociaux, en périphérie, etc. Et puis là, non, là c'est le salon de la salle à manger d'un propriétaire d'une grande entreprise de construction dans le bâtiment. Et donc, lui, eux, on y allait avec le maire, les autres, c'était... Mais là, on y va avec le maire, on met la cravate et tout, mais il faut aussi faire du dialogue avec tous les secteurs. Ça veut dire la participation, c'est vrai que quand on est très impliqué avec les secteurs populaires, on fait, et c'est eux qui ont le plus besoin de participer, mais ceux qui ont le téléphone portable aussi, il faut les écouter, il faut savoir les mettre en syntonie avec le plan, parce que sinon, ils vont faire tout pour que ça marche pas. Et ils l'ont fait d'ailleurs. Donc, il faut y aller aussi. Il faut être là, il faut faire des réunions, il faut comprendre leur point de vue et il faut essayer de coudre des politiques qui puissent un peu ramener toutes ces positions différentes. Alors voilà, à la fin, on a eu un projet de loi, c'est ça, et qui a été envoyé à la Chambre des députés, qui maintenant, des députés municipaux, et qui maintenant est en cours de discussion pour sa votation enfin finale. J'espère que si on revient l'année prochaine, je pourrais vous dire qu'il est à pleine vapeur. On verra si le Brésil est encore debout, on verra où ça va donner. Voilà, merci beaucoup. C'était ça que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Joao. Alors, je vais passer maintenant la parole à Rosemée Guignard, qui est urbaniste senior, membre du comité interministériel d'aménagement du territoire du CIAT à Haïti. Donc, on va cette fois-ci aller plus directement dans la Caraïbe. Et cette intervention va nous présenter ce qui se passe en Haïti autour de cette problématique de la culture et de la participation citoyenne. On parle vraiment très rarement de ces problématiques-là à Haïti, il faut être honnête, puisque souvent, lorsqu'on parle d'Haïti, on se cantonne surtout aux questions de reconstruction permanente, j'ai envie de dire, d'accès aux services urbains essentiels, à l'habitat, et en particulier donc dans le cadre des reconstructions graves événements climatiques ou environnementaux, comme le séisme par exemple, malheureusement. Mais on rate une partie d'expérience d'Haïti et du sujet que va nous présenter aujourd'hui Rosemée. Elle travaille au secrétariat technique du comité interministériel, je l'ai dit. Elle anime tout un programme consacré à la question de l'unité urbanisme et habitat. Et précédemment, elle enseignait les politiques publiques urbaines à l'Université du Texas, aux États-Unis. Et donc, Rosemée a avec elle 20 ans d'expérience de planification urbaine, axée sur la participation citoyenne, les méthodes de prise de décision collaborative et les politiques de redéveloppement urbain. Et donc, c'est de cette expérience qu'elle va nous faire part et nous allons pouvoir profiter avec Rosemée de cette expérience très rarement exposée dans des espaces publics comme celui d'aujourd'hui. Je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais parler de la participation en Haïti. Comparée à la présentation de Sao Paulo, elle sera un peu différente. Nous, la participation, c'est quelque chose d'imposé sur lequel on essaie de rassembler tout le monde. Un peu de contexte sur Haïti et vous allez comprendre pourquoi je dis que la participation, c'est notre clé de sortie. Haïti, basé sur les récentes analyses, 64% de la population vit dans les zones urbaines et 60% des gens qui vivent en ville vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et même pour les petites villes de 50 000 habitants, on a les problèmes de ville, quoi, les problèmes d'accès aux services, pas de services, extension non planifiée, etc. Le problème d'Haïti, c'est que ce basculement urbain, cette croissance urbaine-là ne s'est pas accompagnée avec une croissance économique. En fait, le PIB a diminué de 35% depuis les années 70. Et donc, on fait face à une transition urbaine dans un cadre de pauvreté structurelle généralisée. Et ça a des conséquences. La croissance de la métropole de Port-au-Prince, c'est un enjeu pour tout le monde. C'est une priorité pour le gouvernement. Aujourd'hui, l'aire métropolitaine, c'est 3,5 millions d'habitants. Basé sur les calculs de migration interne et de croissance démographique, en 2030, ce sera 5 millions d'habitants. La tâche urbaine est passée de 250 km² à 350 km² en 8 ans, depuis le tremblement de terre. Beaucoup de facteurs l'expliquent. L'aide humanitaire a été distribuée dans la région métropolitaine et ça a fait un appel à la population qui fait que maintenant, l'aire métropolitaine est ce qu'elle est. Donc, c'est clair pour Haïti qu'il y a un désir de vivre. De ville. Tout le monde veut vivre en ville. Et moi, je l'interprète, tout le monde veut avoir accès aux services. Premièrement, les services d'éducation, de soins de santé et avoir accès aux services administratifs. Cependant, face à ça, les autorités locales et nationales ne sont pas capables à répondre à ce désir de la population. Donc, on voit par exemple que les installations d'assainissement, la progression de 1990 à 2015, c'est 1%. Elle est passée de 33 à 34%. 35% des gens qui vivent en ville n'ont pas accès à l'eau potable. Et le taux global de collecte de déchets est de 12,4%. Important parce que c'est important pour comment on vit cette urbanité aujourd'hui en Haïti. Le problème de choléra qui est apparu en Haïti en 2011, on a appris, basé sur des recherches épidémiologiques, qu'en fait, la transmission de choléra se faisait à partir des centres urbains.
c'est lorsque les gens vont au marché pour vendre qu'ils attrapent le choléra et ils retournent avec le choléra dans les zones rurales. Important. Les questions de drainage, principalement dans la région métropolitaine, elles sont dues en partie par l'insuffisance des réseaux, mais en grande partie par le fait que les réseaux de drainage sont bouchés par les déchets. Donc, c'est ça la réalité de la vie. Et on vit dans un pays qui est pauvre, qui n'a pas de croissance économique. Comment on y répond? Du côté des institutions, la réalité, c'est que la ville, c'est ce que nous, on dit, c'est un dossier orphelin. Il n'y a personne qui s'occupe de la ville. En fait, lorsqu'on regarde la façon que, administrativement, le pays est organisé, on parle de département, on parle d'arrondissement, on parle de commune, mais la ville, elle n'existe pas administrativement en Haïti. Donc, personne ne se penche d'une façon active sur les questions urbaines. La structure administrative, que ça... avec les gouvernements locaux et le gouvernement national, il y a des chevauchements, spécialement pour la gestion de déchets et spécialement pour la mobilité. La mobilité, c'est un grand oubli et tout le monde parle de route, personne ne parle de mobilité. La gestion de déchets, tout le monde veut faire des déchets, tout le monde veut traiter la question de gestion de déchets. Le gouvernement national le fait, le gouvernement régional le fait, la ville veut le faire. Mais finalement, les déchets... Personne ne collecte les déchets. Donc, c'est un peu notre réalité. Le séisme a été révélateur de ces conditions-là. Et la première chose, que c'est le béton. On a fait le choix du béton dans les années 60 à cause des cyclones. Mais le béton a créé une autre vulnérabilité dans le bâti. C'est une technicité particulière. Les bidonvilles, les quartiers populaires en béton, ce sont des îlots de chaleur. Et lorsqu'on veut faire des projets de rénovation, la casse est beaucoup plus onéreuse. Il y a une question de végétalisation qui manque dans les zones urbaines. Il y a la question de l'espace public, notamment les voiries. On est bien inférieur à 7%. Et l'étalement... Et la ville croit en s'étalant. Donc, si nous étions moins pauvres, la question que nous nous posons, si nous étions moins pauvres, quelle ville qu'on aurait en Haïti, on ne serait pas dans la durabilité. On serait dans un modèle de Floride. On serait dans un modèle d'extension à outrance et avec des vrais problèmes de mobilité. Donc, le séisme est arrivé, le séisme a montré les vrais défis et à travers de certains projets, on a commencé à faire des expérimentations sur la participation. Et je vais tirer ce que je vais dire d'un projet particulier financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement qui ont touché en gros 170 000 habitants de la région métropolitaine. On a eu à peu près 11 500 mètres de voiries et de traitement de ravines. Il y a à peu près 1000 logements qui ont été ou renforcés ou construits. Il y a à peu près, il y a une coquille, il y a à peu près 1500 personnes qui ont été formées en construction sûre. Et on a fait des schémas d'aménagement à l'échelle des quartiers. Donc, ce processus nous a permis de voir, et pour le gouvernement et pour les participants, une façon différente de faire les choses, les citoyens, une façon différente de faire les choses. La première chose que je dois dire, la participation a été imposée. Si c'était pour les autorités ou les citoyens, on se serait passé de participation, les architectes auraient bien aimé travailler sans avoir parlé à qui que ce soit et présenter des plans. La participation a été une condition au fond. Donc, ça vous signale qu'il y a un changement de culture pour tout le monde qui a dû se faire. Elle a été nécessaire pour plusieurs choses, notamment pour comprendre un enjeu principal en Haïti qui est la menace. On a un déficit sur la connaissance de la menace naturelle. La participation nous a permis de parler aux gens pour essayer de voir lorsqu'il y a des inondations, l'eau arrive où. Donc, comprendre la menace. La participation a été importante pour comprendre les usages. Les gens qui prennent les décisions viennent d'une vue très classe moyenne de ce que on aimerait, comment on devrait vivre comme
entre guillemets, culturellement haïtien. Mais la réalité de cette culture urbaine, surtout dans les quartiers populaires, elle n'a rien à voir avec nos schémas. Donc, comprendre les usages, comprendre comment que les gens vivent et comment ils aimeraient vivre a été très importante. Et comprendre aussi les politiques, parce que faire travailler dans la ville, c'est aussi rentrer et voir comment le jeu politique de la grande politique se traduit sur le territoire. Donc, c'est important de comprendre ces politiques-là. Elle est devenue, dans le processus, elle est devenue une façon pour que les autorités locales renouent ce lien avec les citoyens. Parce qu'avant, il y avait les autorités locales, il y avait l'État, d'une part, et les citoyens, autre part, il y avait absolument pas de connexion. Et les citoyens, eux, ils disent à tout venant, nous sommes demandeurs d'État, nous sommes demandeurs de dialogue avec l'État. Donc, et dans certains projets, on est passé de la simple consultation à l'implication totale jusqu'à avoir des travaux faits par des communautés. Donc pour nous, ça a été un vrai basculement. L'une des premières choses qu'on a appris, c'est qu'avec la participation en Haïti, ça permet une meilleure gestion des équipements. Donc ça veut dire que c'est la vraie valeur ajoutée. On répare un espace public. La photo qu'on voit très mal dans cette diapo, c'est un lavoir public qui a été fait. Parce que ce lavoir-là a été décidé, a été pensé avec les habitants. Une fois que l'équipement est fait, c'est les habitants qui prennent le relais pour assurer l'entretien de ce lavoir. Dans ce cas-là, ce cas précis, ce lavoir-là était devenu un endroit très prisé la nuit par les amoureux. Et on a vu que c'était les riverains, en fait, qui se sont dit « Ah non, on ne veut pas encourager ce genre d'utilisation » et qu'ils ont décidé quoi faire et comment gérer l'usage de cet espace. Et on le constate systématiquement pour tous les espaces publics qui ont été faits avec la population, que c'est la population qui s'occupe de son entretien. L'autre chose, c'est que pour nous en Haïti, la participation, c'est la façon d'avoir une mémoire institutionnelle. Les administrations municipales, elles changent, et lorsque les administrations municipales changent, c'est tout le monde qui change avec, c'est tout le staff technique des municipalités qui part. Donc, à travers ce processus de participation, on a un autre interlocuteur dans la communauté, et c'est cet interlocuteur maintenant qui dit « Ah non, nous, communauté, nous avions décidé d'eux. » Et monsieur le nouveau maire, voici comment nous allons avancer. Donc, en fait, cette participation commence à garantir cette mémoire communautaire. Et elle permet de concrétiser la conversation sur la redevabilité. Parce que maintenant, tout le monde est au courant, et participants, et communauté, et État. Tout le monde est au courant de ce qui devait être fait. Donc, cette conversation de la redevabilité se fait sur des questions concrètes et c'est aussi, on commence vraiment à rentrer dans la transparence de l'action publique. Pour nous, la participation amène la culture que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais cependant, il faut être à l'écoute de cette culture urbaine et comprendre ses besoins d'espace. Il y a un besoin d'espace de production de la culture, un besoin d'espace de rencontre et de détente qui est normal, c'est l'événementiel, c'est les ateliers de travail sur les espaces publics, etc. Mais il y a aussi un besoin de mécanismes, de création de mécanismes de connexion et de circulation. Nous, on a quelque chose qui se fait maintenant avec les artistes, principalement les peintres et les sculpteurs, c'est qu'ils ont vu que les gens faisaient des choses très intéressantes, mais pour découvrir le nouveau artiste en Haïti, c'est très difficile. Donc, on a commencé à créer des événements où l'artiste va sur les places publiques et que lorsqu'il n'y a pas d'espace public, se crée un espace public pour montrer
ce qu'il fait et pour se faire connaître. Donc, c'est comme ça qu'on commence à rentrer dans une sorte de réaménagement ou aménagement d'espace pour les besoins culturels. Est-ce que la participation nous permettra d'aller vers la ville durable? C'est une question active que nous nous posons. Il faut passer à l'échelle. Donc, je parle d'expérience à des échelles vraiment minimes. Il faut passer d'une réflexion et d'un processus de l'échelle de quartier à l'échelle de la ville. Donc, il faut développer des méthodologies. Je suis bien content d'apprendre ce qui s'est passé à São Paulo. Il faut des méthodologies pour pouvoir rentrer dans de vrais dialogues. Il faut utiliser le temps de dialogue pour introduire de nouvelles façons de vivre. Moi, je ne suis pas sûre que la question de durabilité dans le contexte haïtien, c'est une préoccupation, ni en Haïti, ni pour les amis d'Haïti. Parce que lorsqu'on voit Haïti, on voit avant tout des questions de base qu'il faut résoudre, pas des questions de vulnérabilité. Et moi, je pense qu'il faut peut-être inverser, il faut commencer par les questions de durabilité. Et peut-être en traitant les questions de durabilité, on va arriver à résoudre les problèmes de base. Et la chose qui est aussi clé, c'est qu'on ne peut pas parler de participation sans investissement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans le vide. Il faut très rapidement, avec la participation, passer dans le concret. Ma réponse est très positive sur la participation et la ville durable. Hein. Une fois qu'on arrive à passer à l'échelle, il faut lancer, il faut l'institutionnaliser quelque part. Nous avons l'opportunité en Haïti, pendant les 3 ou 4 prochaines années, de travailler sur l'élaboration d'une politique urbaine nationale. Donc, c'est un processus où on a beaucoup d'objectifs et de résultats attendus, notamment essayer de quelque part régler les problèmes institutionnels, mais aussi quelque part d'ancrer une nouvelle façon de penser et d'intervenir sur la ville. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce processus d'élaboration de politique urbaine sera participatif dans sa démarche. Mais elle offre aussi l'opportunité d'ancrer la participation dans cette nouvelle politique et dans les nouvelles pratiques qu'on veut mettre en place. Donc, et quelque part, et pour nous, c'est là le pari, quelque part, nous, on dit qu'en Haïti, lorsqu'on regarde le taux de participation dans les élections, on voit bien que les citoyens ont un peu abandonné la question de démocratie représentative. Quelqu'un peut être maire de la commune de Port-au-Prince avec moins de 5000 voix, une population de 1 million d'habitants. Donc, quelque part, pour avancer dans la chose publique, il faudrait peut-être aller vers autre chose. Je ne dis pas abandonner la démocratie représentative, mais faire le pari de la démocratie participative avec les habitants, avec tout le monde, dans les rênes de l'action. Merci. Merci beaucoup, Rosemay. Il y a eu beaucoup de choses dans cette intervention, comme dans la précédente d'ailleurs, mais j'ai été interpellé par une formule que vous avez proposée, qui est l'idée que le principe selon lequel il faut penser la durabilité pour pouvoir finalement régler les problèmes de base du quotidien. Ça, c'est une idée très forte qui se confronte aussi certainement à une autre problématique, qui est celle de la temporalité électorale et de la confrontation finalement entre la temporalité qu'impose le jeu démocratique et puis cette forme de planification, disons, de la pensée de la durabilité. Là, il y a peut-être un frottement qui est un point à approfondir et qui, je pense, va en partie rebondir dans les prochaines interventions et peut-être dans le débat qu'on aura, mais c'est quelque chose qui me paraît assez important à souligner à cette étape. Alors, je vais maintenant donner la parole à Alejandro López Lamia, donc qui interviendra, comme je vous l'ai dit, en espagnol. Sur le plan linguistique, Alejandro est expert de la Banque interaméricaine de développement, la BID. Son intervention va porter sur un enjeu très important
aussi de la ville, en particulier dans la région Amérique latine, Caraïbes. C'est la question des centres historiques dans les villes Amérique latine, Caraïbes. Dans cette région, comme vous le savez, eh bien, et un peu partout dans la région, dans le sous-continent, eh bien, les centres historiques et les centres-villes sont en général des endroits dans lesquels vivent les populations modestes, populaires, pauvres et vulnérables. En général, c'est là qu'elles vivent. Et donc, la question de l'intégration est ici un enjeu important. Alejandro Lopez va nous parler de l'importance de la culture et de la participation citoyenne de ce point de vue-là, dans l'optique comment faire à partir de ces critères pour conduire des interventions dans les centres historiques des villes latino-américaines, en particulier pour que ces interventions elles soient durables et amènent à des transformations durables au bénéfice de tous dans la ville. Et pour ce faire, il va notamment, peut-être pas que, mais notamment, évoquer un exemple concret qui est celui de la ville de Cuenca, en Équateur. Et donc, c'est à partir de cela qu'il va développer son intervention. Comme je l'ai dit, Alejandro est donc expert à la BID depuis une vingtaine d'années maintenant. Il est également conseiller spécialiste dans la division développement urbain et logement, le HUD, du département changement climatique et développement durable, CSD. Et avant de travailler pour la BID, il était enseignant-chercheur en Argentine et il est titulaire d'un doctorat en relations internationales à l'université de Sofia à Tokyo au Japon. Voilà, donc pour 15-20 minutes, Alejandro Lopez Lamia et l'expérience de Cuenca en Équateur. Ce sera en espagnol donc. Merci beaucoup. Christophe, quisiera hacerte una propuesta. Christophe, je te propose une chose, parce que tu dois être fatigué. Pour moi, il est 4h30 du matin. Il est possible que je m'endorme en cours de route. Alors, je te propose de t'asseoir à ma place et comme ça, moi, je vous parle debout. Et si je m'endors, je tombe par terre et ce serait un problème pour le Sénat de la République française. El despertador, sí, señor. Muy buenos días. Bonjour. No darle mucho trabajo. ¿Escuchan bien? A mis colegas traductores. J'espère que mes collègues traducteurs n'auront pas beaucoup de problèmes pour me suivre. Muy agradecido de estar aquí. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très contente d'être avec vous dans la ville Lumière. Il est une question qui est fascinante pour moi, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à l'occasion de mon travail dans le BID à l'Équateur. J'étais chef de projet pour la réhabilitation du centre historique de Quito et de celui de Cuenca. J'en parlais avec Catherine tout à l'heure. Et je lui disais que ce projet de réhabilitation est très beau parce que c'est un petit projet mais qui traite de tout. D'ailleurs, on y traite toutes les questions qui ont déjà été abordées ici. Donc bon, j'espère vous en parler avec enthousiasme. Si je m'endors, réveillez-moi s'il vous plaît parce que je veux vous en parler vraiment. Avec mes collègues du BID, nous parlions beaucoup du fait qu'en parlant de développement durable, on est dans une véritable tour de Babel. Parce que pour la mairie, par exemple, ce qui compte, c'est de mettre en valeur des immeubles, le patrimoine physique, mais en même temps, nous, par exemple, nous disons mais il faut faire des études, il faut du temps, de l'argent. Et ce qui nous manque souvent dans ces processus, ce sont les gens. Les oubliés toujours. Et pourtant, c'est de là que viennent des demandes qui ne sont pas
écoutés et depuis bien longtemps. Et je parle des gens, mais pas des gens en général. Je vous parle des personnes qui, chacune, sont en situation de vulnérabilité aiguë. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier dans notre travail. Il ne faut pas oublier ce que nous avons appris à l'université. Donc il ne faut pas parler du patrimoine et de la conservation du patrimoine seulement du point de vue technique. Jamais. Mais c'est là que nous nous trouvons en pleine tour de Babel, parce qu'il nous faut parler en même temps de transformation, il faut parler argent, il faut parler avec et de plusieurs institutions. Dans notre cas, la BID cofinancée avec la Banque de l'État de l'Équateur. Nous avions aussi l'intervention des différentes mairies, de différents acteurs qui ont chacun une perception différente du temps et de l'argent. Je vous parle des instituts nationaux du patrimoine, parce que vous le connaissez ici aussi. Vous bougez vous soulevez une pierre et il faut tout arrêter, on ne peut pas continuer, il faut faire des fouilles. Nous avons dans l'espace public, en l'occurrence, des dégradations graves. Bref, dans ces contextes, on voulait en plus parler de développement durable, ce qui suppose de prévoir une participation des citoyens. Il faut organiser cela pour que ce type d'intervention soit durable et pérenne. J'entre donc pas pendant 2 heures. Donc, je vais vous parler pendant quelques minutes de quelque chose de concret et je vais vous montrer des photos. Parce qu'une photo parle mieux qu'un texte très long. Alors, nous sommes là à Cuenca. C'est le marché. Le marché, souvent, est vivant. Parce qu'on n'y échange pas seulement des fruits et légumes, des différentes sortes des choses. Dans les marchés, on échange également des histoires et des dialogues. C'est une photo de 1943. Le jeudi, c'était le jour de marché à l'époque. Et donc, on avait fini par construire le marché dans la place. Et moi, je l'ai trouvé comme ça. Au moment où j'arrive sur le projet, le marché de Cuenca était très abîmé. Toute la structure externe existait, mais le marché était occupé par des commerçants informels. Le marché avait juste un étage, une structure très simple. Et normalement, c'était un marché denrées alimentaires à l'intérieur. Mais bon, à l'extérieur, c'est à l'extérieur qu'on vendait, oui, des fruits et des légumes, mais aussi d'autres choses. Par exemple, des voitures, bien entendu, volées. Je vous montrerai ensuite le projet. Là, vous voyez l'occupation du marché qu'on avait à l'époque. Et nous vous parlons, je vous montre là une tradition qui avait un siècle d'existence. Là, vous voyez comment on faisait le commerce des fruits et légumes. Et les viandes. C'était donc cette place qu'il fallait dégager. Il fallait penser à une construction patrimoniale qui ait un sens pour les gens. Bien entendu, il fallait reloger tous ces commerçants. Et nous avions un problème. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de drogue sur place. On trouvait des problèmes graves, des violences dans cet espace. Et en face à cette grande place, se trouvait une petite place où l'on faisait le commerce de produits non périssables
il fallait reloger aussi. Qu'il fallait reloger donc. En même temps, nous avions des vendeurs ambulants, par exemple. On voulait boire du lait frais de chèvre, eh bien, vous l'aviez là. Il était à notre disposition et tout près, et ça c'est très intéressant, il y avait une autre place, une place très ancienne où les artisans de la ville se concentraient. Nous parlons d'un centre historique qui était non seulement très animé, très vivant, mais qui logeait également 1700 micro-entrepreneurs. D'après les données des années 90, fin des années 86, et qui avait donc 900 artisans. Et voilà le quartier ou l'environnement où se trouve cette place. Il y avait des maisons qui appartenaient au patrimoine et qui étaient vraiment mal entretenues, et nous pensons qu'il fallait les renouveler, les protéger. Mais les défis étaient de pouvoir conjuguer tout ça. Il y avait des agendas différents ou des projets différents avec très peu d'argent, 13 millions de dollars. Financés, on allait financer 4 et on a financé 9. Et on revient à notre tour des Babel. Il fallait reloger dans un quartier vivant, un centre en pleine vie. On avait 5 ans, et en 5 ans, il y a eu un changement d'autorité, mauvaise gestion, différents points de vue et un stress très mal géré. Il y avait des problèmes de financement, il y avait des problèmes d'isolement de cette partie de la ville avec le reste de la ville. Et en même temps, il fallait reloger 660 personnes. En fait, vous pouvez multiplier par 4 ou par 5 parce qu'il y avait des familles qui devaient donc avoir du travail, continuer à travailler dans une zone où il n'y avait pas de cohabitation civique. Et pour abréger, la partie physique, finalement, est la plus facile. Voici le domaine d'intervention. Vous voyez bien à gauche le marché et le reste, cette partie blanche, c'est ce qu'on appelle la place civique. À droite de cette place, on trouve une toute petite place, une plazolette, Hermano Miguel, où se trouvaient les commerçants de produits non périssables. Et si on continue par l'une des rues, on trouvait une maison patrimoniale qui a été réhabilitée, un centre commercial où nous allions reloger toutes les personnes qui travaillaient avec des produits non périssables. Et en face, micro s'il vous plaît. Et en face, nous avions la place Rotary, ou la place des artisans. Voici le marché après la transformation, après le renouvellement. On a bien entendu conservé la façade, on a élevé ou surélevé la structure du toit avec un bois spécifique de la région, le teca, un des bois les plus nobles. Il a fallu discuter avec la Fondation Barranco, qui était la fondation chargée à l'échelle municipale de faire les dessins, la conception et de conserver le style patrimonial de cet endroit. Et donc, on avait un marché qui était sur plein pied, un marché à 3 étages avec 3 orientations. Les fruits à l'entrée, ensuite au premier étage. Avant, il y avait le commerce des aliments et à la fin, l'étage consacré à produits à la viande, parce que ça, c'est la coutume de l'Équateur. Parce que eux, ils exposent la viande comme ça, à l'air libre. Pour moi, argentin, ça c'est un sacrilège. C'était vraiment une lutte et finalement c'est moi qui ai perdu. Je vais vous raconter comment. Voici la place. Lorsqu'elle a été dégagée, nous avons construit un stationnement. Vous vous demanderiez pourquoi? Eh bien, parce que les 120 espaces publics qui sont en dessous du marché permettaient
que la municipalité puisse garder un peu d'espace pour faire l'entretien de cette région. Voilà la petite place Hermano Miguel qui était comme ça, au moins en 2011. D'après ce qu'on m'a dit, elle est toujours comme ça, elle n'a pas été occupée. Et ça, sur la partie avant de la place, face à la place, voilà la maison, cette maison patrimoniale qui a été rénovée. Et à côté, il y avait un terrain vide, un terrain vague. Nous avons relogé les personnes qui travaillaient dans le domaine de produits non périssables. Voilà les places internes. Voilà la place Rotary, commerce d'artisanat. Toute la conception, on l'a faite avec une fondation de la municipalité de Cuenca qui se chargeait de garder, de conserver l'aspect culturel et patrimonial de cet espace historique, c'est-à-dire du centre historique de Cuenca. Les réussites que nous avons obtenues, je crois qu'il me reste encore un peu de temps, c'est bien cela? Bien, produits des viandes. Ça, c'est les grands problèmes. En Équateur, on tranchait la viande à la hache sur ce tronc d'arbre. Je ne sais pas si vous oseriez après manger cette viande. Nous avons fait venir un boucher du nord de la ville pour leur apprendre à couper la viande autrement pour profiter mieux des différents morceaux. Donc, nous sommes parvenus à ceci. Des produits bien conservés. Bien sûr, on exposait toujours la viande comme ça, mais il y avait aussi des frigos. Bon, ensuite, l'espace public qui a été conquis. La place civique, la petite place Hermano Miguel, est redevenue partie de la ville. Et ils ont continué à faire partie du circuit historique, du centre historique de la ville. C'est un secteur qu'on utilisait constamment à Cuenca. Et quelque chose d'intéressant aussi, nous avons pu reloger 280 commerçants du commerce non périssable ici. Et en haut, on a construit un centre de prise en charge des enfants et un centre pour les jeunes, afin de prendre en charge les familles vulnérables de ces secteurs. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il y a eu 18 ateliers que nous avons organisés avec les personnes chargées de la participation sociale pour identifier les points vulnérables et voir quels services publics que nous pouvions fournir. Voilà la garderie, la crèche, et l'autre endroit consacré à la garderie, à la crèche, pour les enfants du secteur. Voici le marché d'artisanat. Et à côté, vous voyez, il y a une habitude à Cuenca et je m'en suis servi, ça s'appelle le nettoyage ou la limpia. La limpia, il y a des personnes qui ont des pouvoirs spirituels et pour la modique somme d'$1, ils vous nettoient de tous les mauvais esprits. Et moi, j'ai profité pour me nettoyer. Tous les mauvais esprits sont partis. Un autre point intéressant, le changement dans la ville a commencé à attirer l'investissement privé et l'environnement a commencé à changer grâce à notre intervention. Un autre point qui m'a ravi, comme on avait un peu d'argent à la fin, cette jolie maison que vous avez vue, Neira Carrion, on l'a transformée en cabinet médicaux pour les personnes du coin, avec une pharmacie municipale pour rendre ce service à les personnes du secteur. Il me reste encore 3 minutes et demie, Christophe, si je peux me permettre. Je vais réfléchir avec vous. Il est difficile de changer les habitudes, ça prend du temps. Et la banque a du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes une banque. D'un autre côté,
prendre soin de ce qui ne coûte rien est aussi difficile. Lorsqu'on a commencé avec ces processus de gestion de l'immeuble, là, les gens ont commencé à prendre soin. Ils prenaient des photos, par exemple, des grilles de l'air conditionné, parce que ces grilles étaient dans un état de saleté impressionnant, comme vous pouvez voir. L'autre aspect, c'est s'approprier de quelque chose de public. Nous ne savons pas à qui ça appartient. Par exemple, les escaliers, les marches de la place étaient en marbre. Et voilà ce qui était arrivé. 6 mois après l'inauguration. Et un autre point extrêmement difficile, c'est lorsqu'on a atteint un objectif, l'entretien est très très dur, très difficile. J'ai fait une visite à un autre projet et on a vu qu'il y avait eu des personnes qui s'étaient installées sur la place. Je ne sais pas comment la municipalité l'a permis, mais enfin, c'était le cas. Qu'est-ce que nous avons appris? Ou moi, je vais le mettre en première personne. Qu'est-ce que j'ai appris moi-même de ces projets? Eh bien, les objectifs sociaux, dans ces contextes, doivent orienter les interventions physiques. Et c'est comme ça et pas à l'envers. Un autre sujet, nous devons comprendre que nous sommes partis de tout un ensemble, d'une mosaïque. Lorsque nous faisons ce projet en 5 ans, il s'agit d'un tout petit programme, une petite pièce du puzzle qui est dans un contexte plus grand, qui va peut-être prendre 50 ans. Et pour une banque de développement, c'est très difficile à comprendre parce que nous avons des buts à atteindre à court terme, 5-6 ans. Un autre aspect, la participation sociale a le pouvoir de transformer le patrimoine culturel en patrimoine durable. Mais je parle de vraie participation. Pas comme disait Joao, c'est pas simplement faire des réunions tout le temps. Non. Il s'agit de faire vraiment participer les personnes dès leur point de vue, dès leur vision, le faire constamment afin de créer une vision d'ensemble de tous. Et cela est extrêmement compliqué. Et pour en finir, et pour me faire de la pub, si vous voulez, essayez de nous rendre visite dans notre blog de villes durables où ces sujets, parmi d'autres, sont discutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alejandro pour cette intervention très vivante et stimulante qui confirme un certain nombre de choses pointées par Joao et Rosemay tout à l'heure. Encore une fois d'ailleurs, on retrouve ce thème récurrent des confrontations finalement de différentes temporalités qui sont liées à différentes exigences et qui se confrontent justement à cette réalité de la pensée de long terme pour construire une durabilité et une implication finalement des gens dans leur histoire. Écoutez, on va maintenant passer au premier temps des questions avec la salle. Donc on va avoir 15 minutes, hein, on avait dit. Donc quelle heure est-il là? Il est 44 jusqu'à 11h, on aura la pause. Je vous cède volontiers la parole. On va prendre deux petits paquets de peut-être 3-4 questions ou interventions assez courtes. Vous vous présentez si vous voulez bien à chaque fois avant de poser votre question. Et puis on fera après un tour de réponse avec les intervenants. Voilà, qui veut démarrer cette session? Oui, madame? On va essayer de faire une femme, un homme ou l'inverse, tant que possible. Donc madame et monsieur après. Et après, notre madame, allez-y. Donc en anglais. Alejandro, why the project didn't include the street vendors in the plaza in Cuenca? I wasn't clear why they weren't part of the intervention, because you said that they were taken out of the square, and then soon after, there were new street vendors. And what was the reason, the rationale that
there was no inclusion of them as part of the intervention. Je ne sais pas s'il y a besoin de traduire ou... Non, ça va? Tout le monde... Il y a besoin de traduire ou pas? Non, ok, thank you. Alors, une deuxième question, monsieur? En el micrófono, por favor. Perdón. Leo Orellana. Oui, Léo Orellana, directeur des programmes officiels, qui a commencé avec l'avis de ces programmes centre historique en 98. Il y a plus de 30 ans, ou 30 ans pour être exact, et tel que vous avez partagé avec nous, avec la réflexion, moi je la partage et je partage une autre réflexion de 30 ans. L'importance de partir du local vers le haut. Je ne sais pas si le programme Ville durable que vous continuez en deuxième étape de ce qui était commencé par Enrique Iglesias, vous intégrez cette dimension de participation ou de partir du local vers le haut, quelle que soit la ville, Sao Paulo, Barranquilla, Valparaíso, quelle que soit la ville en général. Nous avons aidé ou nous avons imposé ou mis en pratique, si l'on veut, des pratiques du haut vers le bas. Dans ces 30 ans où j'ai eu l'occasion de parcourir l'Amérique latine, je suis allée même dans d'autres endroits comme la Transylvanie, mais je suis convaincue, il faut articuler le niveau local avec le niveau institutionnel. Intervention, demande de parole. Oui, monsieur, alors Pierre. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question qui était destinée à la base à Joao Whittaker, mais Madame Guignard, peut-être elle peut vous être destinée. C'était au niveau de la diversité sociologique des personnes qui ont participé. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte d'une participation inclusive ou au contraire, est-ce que vous avez eu des difficultés à atteindre des catégories de population totalement différentes? Et si dans ce cas, est-ce qu'il y a eu une étude ou des réflexions à ce sujet-là? Merci beaucoup. Merci. On va prendre une quatrième et dernière question pour ce... Ah, alors comme j'avais dit qu'on alternait les messieurs et les mesdames, on va donner la parole à madame. Il faut appuyer sur le petit bouton. Mais c'est ça que... Voilà. Voilà, merci. Et pour Madame Guignard, d'abord, congratulations pour votre présentation, pour la clarté et la profondité. Une question. Vous avez indiqué que après les projets, la participation a assuré les sentiments, l'appropriation de la population. Mais dans quelle mesure cette participation imposée par les projets a par la suite été incorporée dans le mode de faire de l'administration, des collectivités? Merci. Merci. Alors, il y avait deux questions qui étaient plus finalement directement adressées à Alejandro López Lama. On va peut-être commencer là-dessus. Une sur la question des vendeurs de rue, donc, et une autre sur l'articulation locale globale. 2 horas para contestar. Puede ser. Ok. J'ai 2 heures pour répondre. Bon, les questions sont faciles. Si, bien entendu, nous les avons inclus, nous avons fait un recensement et seulement 660 qui travaillaient dans ces secteurs ont été relogés. D'abord dans l'immeuble central. El orador pregunta si la persona prefiere en inglés. Lo que pasa es que la intérprete no puede traducir al mismo tiempo al inglés y al francés. En todo caso, ils ont été relogés dans le marché d'octobre où l'on faisait le commerce des produits non périssables et à la place Rotary où se trouvait le marché artisanal. Mais ça, c'est une histoire sans fin. Parce que c'est intéressant à voir beaucoup de personnes, lorsqu'on a commencé à les reloger,
il y avait d'autres qui arrivaient de nouveaux. Et comme par hasard, les nouveaux étaient de la famille de ceux qui étaient déjà à l'intérieur et qui nous disaient, ah oui, ici il y a un commerce qui n'est pas juste. Et donc, c'est ça les aspects qu'il faut continuer à travailler. Ce qu'il y a de positif, c'est que la municipalité a maintenant une capacité installée de continuer le dialogue, d'ouvrir de nouveaux espaces afin que de nouveaux commerçants, comment dire, itinérants, puissent avoir leurs propres espaces pour vendre leurs produits. Bien entendu, on en a tenu compte. Il y a eu un recensement et nous avons travaillé avec eux parce que sinon, il aurait fallu mettre la moitié des Cuenca dans ces endroits et cela était impossible. Par rapport à votre question, la réponse est facile. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, j'ai juste 20 années d'expérience à la banque, 20 ans. Pendant ces 20 ans, j'ai pu voir comment il y a eu cette évolution d'une institution qui a commencé par penser ou par appliquer une réflexion du haut vers le bas. Et cela a évolué. Il y a maintenant une institution qui dialogue beaucoup et qui fait ce genre de choses, un travail social ou à caractère social. De toute façon, maintenant, je parle en mon nom propre, mais c'est aussi un avis professionnel. Une institution comme la nôtre a aussi des limites. Et le sujet central du développement, de la promotion du développement, passe par la création des capacités chez nos partenaires afin qu'eux, ils puissent le faire. Parce que c'est eux qui vont rester, pas nous. Voilà, ça c'est ma réponse. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. Peut-être pour les deux autres questions. Okay, sur la question de diversité dans la participation dans les quartiers, c'est une réponse assez mitigée. Nous, ce qu'on a vu au tout début, on a fait dans un des quartiers, il y avait une enquête sur le cadastre qui se faisait. Et on a pu coupler où habitaient les gens qui se disaient être des organisations communautaires et les membres de ces organisations communautaires. Lorsqu'on a couplé les données cadastre et organisation, on a vu en fait que nos organisations communautaires, c'était des groupements de 3 ou 4, 5 voisins qui s'étaient présentés comme représentants du quartier. Et donc il y a ce premier problème qu'on a eu de qui représente et qui est là, qui vient, qu'on a dû travailler, qu'on a dû parler à tous les animateurs sociaux pour avoir une méthodologie de représentation et de participation dans les quartiers. Systématiquement, on a un problème de genre. Les femmes ne viennent pas à ces réunions, les femmes ne sont pas intéressées. Mais nous, ce qu'on voit dans la plupart de ces réunions, la plupart du temps, c'est les hommes qui participent aux échanges. Et donc ça, on est très sensible à ça et on sait qu'il faut travailler sur l'heure des réunions, le jour des réunions, pour s'assurer que les femmes sont là et quelquefois les thèmes des réunions. Travailler sur les questions liées aux enfants, liées au marché, les activités de femmes. On n'a plus de femmes. Mais la chose pour moi qui est la plus intéressante sur cette question de diversité, c'est qu'on a eu 2 cas où c'était des quartiers informels qui, en fait, étaient à l'intérieur d'un quartier formel, classe moyenne et tout ça. Et nous, ce qu'on a réalisé, c'est dans le projet lorsqu'on faisait le projet de quartier, la classe moyenne autour, les riverains autour, ils disaient « Ah, c'est pas un projet pour moi ». Et eux, ils ne voulaient pas s'impliquer dans le processus. Et donc, nous, on a dû faire un travail de leur dire, écoutez, vous partagez l'espace, c'est un plan d'aménagement de l'espace, c'est pas un projet pour eux, c'est un projet d'aménagement de l'espace et vous devez participer. Donc en fin de compte, la population la plus vulnérable, c'est celle qui venait aux réunions et on a vraiment dû tirer par la main les autres pour participer aux réunions.
Sur la question de changement des mentalités dans l'administration, c'est un travail. La vraie question, c'est que les gens ont peur. Les gens dans les administrations, ils ont peur d'aller et d'avoir des rencontres avec le public. Parce que la première chose qui se passe dans une réunion publique, nous, on l'appelle la session des doléances, où le public vient dire voici ce qui ne va pas, voici ce qu'il faut faire. Et les gens des administrations ont peur. Ils ont peur de ça. Et la deuxième chose, c'est que pour eux, ils voient ça comme une perte de temps. Quelqu'un dans une administration locale, ils doivent gérer le maire, ils doivent gérer les politiques, ils doivent gérer les techniques. Et maintenant, on leur demande de gérer les citoyens. Et avec le citoyen, c'est un processus. Ça prend du temps. Il faut les amener à comprendre le côté technique de l'enjeu pour qu'ils puissent se positionner. Il faut les amener à prendre les bons positionnements. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend des pratiques, une façon de faire qu'on n'a pas. Donc, ce qui veut dire la réponse à la question, non, c'est un travail continu. Nous, on dit toujours que si c'est un projet qui jouit d'une assistance financière internationale, on peut dire on inscrit la participation comme une demande pour que les pratiques commencent à changer. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas au courant d'un projet avec des fonds gouvernementaux locaux qui inscrivent la participation comme démarche. Donc, c'est un chantier, c'est un travail. Merci beaucoup.